voudrais commencer par une petite considération liée à l'expérience. Il peut paraître difficile quand on est engagé dans une lutte, et ceci c'est une lutte majeure, de prendre le temps de réfléchir au contexte, aux perspectives, à ce qu'il faut voir à plus long terme. Je pense que c'est une erreur. C'est au contraire, quand on est engagé dans la lutte, que peut s'accélérer les processus de prise de conscience qui ont mûri subrepticement pendant des années et des années préalablement. D'où la question qui vient d'être traitée du travail et de la vision que l'on en a, mais aussi, je pense, l'idée que moi, je ne m'inscrirai pas dans le débat sur il faut ni plus ou moins de code du travail. Je vais vous choquer peut-être en disant il faut un droit du travail adapté au XXIe siècle qui corresponde à ce qu'attendent aujourd'hui les salariés. La défense du contrat de travail, à mon avis, est importante, du code du travail est importante, mais elle ne suffirait pas en elle-même pour constituer un rapport de force, un peu comme les problèmes qu'on a rencontrés au moment des grands mouvements des retraites, la défense du système de retraite, mais aussi les capacités d'évolution pour répondre aux nouveaux besoins. Daniel Linhart disait « le monde change », je crois, mais effectivement, pas forcément comme on nous le raconte. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pas de dire que le monde ne change pas, il change. On a devant nous des bouleversements technologiques, des bouleversements culturels, des bouleversements humains qui sont frappants. Les nier serait catastrophique, mais les interpréter, c'est l'enjeu d'une partie de la bataille aussi et du rapport de force qu'on est capable de créer. Donc je pense que et on a besoin de réfléchir à un droit du travail du XXIe siècle qui ne se fera pas d'un seul coup, ce n'est pas une réforme en soi, mais c'est un processus. Alors, je pense que c'est ce qui rend finalement le cocktail aujourd'hui d'autant plus explosif. C'est bien sûr que la loi concoctée par le gouvernement Valls est rejetée par une large majorité de Français. Je ne reviens pas sur les raisons qui ont été exposées, notamment dans la première table tout à l'heure. Le détail était frappant. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a les jeunes qui, au-delà de leurs difficultés présentes, ils voient une menace supplémentaire sur leur avenir. Il y a les salariés en place qui ont conscience qu'ils perdraient plusieurs garanties essentielles. Et il y a les citoyens qui ont le sentiment de vivre un renoncement de plus de ce gouvernement face au chantage du MEDEF. Cela fait déjà un cocktail explosif, mais il est d'autant plus explosif qu'on ne répond pas par cette réforme aux véritables questions que se pose la société sur son avenir. Celle de l'égalité homme-femme au travail, celle des conditions de travail, celle du niveau des salaires, celle de la garantie de la pérennité de l'emploi. Donc toute une série de questions que ne résout pas le Code du travail tel qu'il existe aujourd'hui, avec ses contradictions, mais qui aurait besoin d'évoluer. Je constate dans quelques débats que j'ai faits ces derniers temps deux préoccupations. Comment intégrer un véritable emploi? Ça vaut chez les jeunes, ça vaut chez les salariés qui sont écartés de l'emploi. Il y en a 6 millions quand même qui sont aujourd'hui chez nous en sous-emploi. Et comment je vais bâtir un projet de vie personnel dans un contexte de précarisation accentuée? Qu'est-ce qu'il me faut pour sortir de cette contrainte? Alors, à la suite des premières manifestations, l'heure a été aux ajustements du texte, ça a été dit tout à l'heure, comme s'il s'agissait d'un vulgaire problème d'équilibre. Alors, je sais que la CFDT estime que le texte était déséquilibré. Je pense qu'il est franchement dangereux, comme l'ont souligné chacun à leur manière, Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, Philippe Martinez, les principaux leaders étudiants. Il faut totalement un autre texte que celui qui est aujourd'hui proposé. Et ce n'est pas le passage au Conseil d'État et au Conseil des ministres ce matin qui change la nature de cet enjeu. Ce qui est en cause, ce n'est pas simplement la manière de faire la réforme, mais bien le fondement d'une politique du travail et de l'emploi qui ne répond pas aux attentes de la population. Alors je voudrais aborder rapidement, dans le temps qui m'est imparti, 3 points. Le sens du projet gouvernemental, qu'on n'a pas fini finalement peut-être de creuser, le sens de la bataille dans laquelle nous nous sommes engagés et le contenu des transformations qu'il faudrait opérer en matière de droit du travail si l'on veut répondre aux attentes des salariés. Peut-être que je dirais en 2 mots, en conclusion, quelques phrases sur la sécurité sociale professionnelle qui, je pense, est plus d'actualité que jamais, cette proposition, cette revendication, plus d'actualité que jamais. Alors, sur le sens du projet gouvernemental, pour bien le comprendre, il faut mettre le projet gouvernemental en perspective. C'est pas de dire ils sont méchants, c'est ils poursuivent une stratégie
qui est relativement cohérente, un petit retour en arrière et plein d'enseignements. Il n'est pas vrai que la France n'a pas fait de réforme du marché du travail ces 20 dernières années, comme on nous l'assène à peu près quotidiennement aux journaux télévisés du soir. Il y a même un trop-plein de réformes. Je me suis essayé à en calculer le nombre sur les 40 dernières années. J'y arrivais pas tout à fait, mais heureusement, une publication d'Alternative économique m'a aidé à trouver le chiffre. 19 réformes en 40 ans depuis 1972, avec un rythme qui s'est accéléré dans les 20 dernières années, qui était relativement lent à partir de 72. C'était les débats sur les contrats à durée déterminée, la mise en place des contrats à durée déterminée, mais un mouvement de réforme qui s'est accentué, qui s'est accéléré dans la dernière période. La loi El Khomri n'est pas, de ce point de vue, un dérapage, comme je l'entends quelquefois. Elle représente une nouvelle borne sur un parcours fléché par le MEDEF depuis le lancement de la trop fameuse refondation sociale en 1999. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans la bataille que l'on a engagée. Cette dernière consistait à transférer un maximum de risques sur le salarié. Nous étions 10 ans avant la crise. Rappelons-nous les discours de Denis Kessler, vice-président du nouveau MEDEF, à l'époque, ces articles retentissants dans des revues sociologiques où il voulait mettre fin au modèle de 45, ni plus ni moins, au compromis historique qui aurait été passé à l'époque. La vision libérale anticipait à la fois une désalarisation massive du travail et un effacement des obligations collectives de l'employeur. Chacun allait pouvoir devenir son propre entrepreneur, responsable de son employabilité. L'entreprise n'aurait quant à elle à rendre des comptes qu'aux seuls actionnaires. Le patronat commençait à rêver tout haut à la fin, je cite, à la fin du Code du travail. L'offensive a emprunté la voie de la flexibilité tout azimut. Je ne reviendrai pas sur les 19 réformes, ce serait beaucoup trop long, mais sur le sens de quelques-unes d'entre elles par une phrase sur chacune. L'effeuillage du droit du travail s'est amorcé dans différents secteurs. Bâtiments, transport, entretien, par la transformation des emplois les moins qualifiés en petits boulots précaires et indépendants. On a vu ce processus s'engager et se développer. Dans les services à haute technologie, en quelque sorte le pendant de la première évolution, l'informatique, la communication, les ingénieurs et les techniciens ont été poussés à devenir des prestataires de services. Le statut d'auto-entrepreneur en 2008 a quant à lui été présenté comme une alternative à la montée du chômage. En 2009, la rupture conventionnelle est venue contourner le droit du licenciement. Enfin, les accords dérogatoires ont amorcé une course au dumping social. Le gouvernement Valls semble vouloir, de ce point de vue, achever la besogne, toujours au nom du même argument, celui de l'emploi. Le moins qu'on puisse demander avant toute décision serait pourtant de faire un bilan de ces réformes qui ont toutes été justifiées par la perspective de création d'emplois massifs qu'on attend toujours, qu'elles aient été promises par le MEDEF, on se souvient du million d'emplois de Gattaz, mais on pourrait remonter aux centaines de milliers promis par son père à l'époque, ou du gouvernement qui à chaque fois a cherché à chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'emplois un effet supposé de ces réformes. Exiger que l'on puisse demander avant toute décision de faire ce bilan me paraît être quelque chose qui relève de l'intérêt collectif. Seconde question, le sens de la bataille. Je crois que la bataille dans laquelle on est engagé, elle est difficile, mais elle est motivante. Ça a été rappelé tout à l'heure, le CDI résiste et demeure pour plus de 8 salariés sur 10 la forme normale d'emploi, 85% exactement. D'où la volonté de s'attaquer cette fois, toujours au nom des difficultés rencontrées par les plus précaires, aux garanties associées aux contrats à durée indéterminée. Si la loi est adoptée, on met le doigt dans un engrenage, ça a été démontré tout à l'heure, j'ai bien entendu. L'accord d'entreprise deviendra un levier pour la mise en concurrence sociale des travailleurs. Les garanties salariales transversales seront reléguées au rôle supplétif. Comme le dit le secrétaire général de la CGT, on aura un droit du travail par entreprise. Quelle simplification par rapport aux enjeux économiques et sociaux qui sont devant nous. Ce n'est pas une démarche, en même temps, ce n'est pas une démarche sans contradiction. Tout indique que la compétitivité ne peut pas être le cadre de la réforme du droit du travail. Les évolutions du travail et des technologies, ces éléments modernes dont je parlais tout à l'heure, supposent de mettre l'individu et le travailleur au cœur du dispositif de recherche de l'efficacité sociale. Je ne dis pas simplement économique, mais sociale. Il faut donc protéger et développer les capacités humaines. C'est le grand enjeu de la période et bien entendu affronter la logique financière et l'exigence de rentabilité exorbitante. Chacun sait-il que le taux de rentabilité moyen des actionnaires de Renault avant 2008, pendant les 5 ans qui ont précédé, était de 19%. On peut, quand on a ce chiffre en tête, ne pas s'étonner
des problèmes rencontrés par l'industrie automobile ensuite, de l'insuffisance d'investissement et de modernisation. J'en conclurai sur ce point d'une manière peut-être brutale, mais ce n'est pas au moment où la circulation des capitaux est totalement libre et où les actionnaires ont la possibilité de reporter les risques sur les autres parties prenantes de l'entreprise, notamment les salariés, qu'il faut réduire les droits des travailleurs. Le pays n'a pas d'avenir dans le low-cost social généralisé, il ne peut pas devenir le Bangladesh, il a besoin d'investir dans la qualité de l'emploi et du travail. Il s'agit dès lors moins de trouver un hypothétique équilibre entre l'économique et le social, entre la fausse sécurité d'un côté et la vraie flexibilité de l'autre, que de créer les conditions d'une dynamique des emplois, des innovations et de la sécurité collective nécessaire pour accompagner un nouveau projet de développement. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un droit du travail du XXIe siècle et de négociations qui donnent sens au travail. Le texte faussement appelé la loi travail prend, lui, l'avenir à contresens. Cela m'amène à troisième point, les défis d'aujourd'hui pour construire ce droit du travail. Alors ça pourrait être très long, je vais me résumer en 3 questions. Je pense que la première, je viens de l'évoquer, il y a besoin de protéger le travail. Le gouvernement, sous la pression du MEDEF, au contraire, le malmène et les gouvernements successifs l'ont malmené au cours de la dernière période. Alors que le niveau de productivité horaire de la main-d'œuvre française est parmi les plus élevés des pays développés, il s'agirait désormais, sous couvert d'aménagement des horaires, notamment d'allonger la durée effective du travail. Il a été évoqué les questions des astreintes tout à l'heure. Je prendrai l'exemple du décompte de temps d'habillage chez Airbus. Il est significatif de cette volonté du patronat de pousser plus loin l'exploitation de la main-d'œuvre disponible, comme si on en revenait à la vieille dialectique de la plus-value relative et de la plus-value absolue exposée par Marx. Les accords dérogatoires d'entreprise, à revers du progrès humain, représentent de ce point de vue une voie royale pour cette régression. Deuxième question, il ne faut pas se tromper de mondialisation. Le gouvernement s'enferre tout à fait facilement dans une approche totalement erronée de la mondialisation. En voulant réduire un peu plus le coût du travail, il prétend contrer la concurrence des pays émergents, sans voir que la concurrence se joue désormais sur des filières technologiques, les savoirs les plus pointus, les équipements modernes. Les politiques d'exonération de cotisations sociales renforcées depuis 2012, censées favoriser l'emploi peu qualifié, ont dualisé le marché du travail, alors que l'enjeu est désormais l'élévation des qualifications, la montée en gamme des productions, l'innovation et le développement de la recherche. Je pense que ce qu'on nous prépare, c'est un modèle de société polarisé, avec d'un côté une petite fraction du salariat ou du post-salariat inséré dans la mondialisation et la compétition à l'échelon international, et d'autre part, une masse de la population qui serait dans des emplois de service plus ou moins qualifiés, en tout cas dépendants, et qui vivrait en partie des retombées de ce qui pourrait être prélevé sur l'activité principale polarisée à l'autre bout du spectre. Troisième question, il faut réduire les véritables gâchis qui sont financiers. Le gouvernement cache ce point essentiel. L'accent mis sur les soi-disant rigidités sociales sert, à mon avis, à dissimuler les gâchis du capital. Rappelons que la part des dividendes versés aux actionnaires s'est fortement accrue, passant de moins de 5% de la valeur ajoutée jusqu'au milieu des années 80 à pratiquement un quart en 2008. Alors qu'il y a 30 ans, pour tout euro d'investissement net, les entreprises distribuaient 50 centimes de dividendes nets, elles en reversent aujourd'hui 2 €, soit 4 fois plus. Derrière le discours sur la modernisation indispensable du marché du travail, nos responsables cachent en fait leur incapacité à s'attaquer à la toute-puissance des institutions financières. Il est loin le discours du Bourget contre la finance dominante. L'attachement des salariés à la garantie sociale si souvent dénoncée a donc bon dos. Une véritable réforme progressiste du droit du travail n'a rien à voir avec les sermons dont le gouvernement et patronat nous abreuvent. L'accusation martelée à l'encontre d'une insuffisance de flexibilité sert en fait à dissimuler le caractère erroné des choix de politique économique suivis depuis des années, l'austérité budgétaire, la priorité à la restauration de la rentabilité du capital, tout cela au détriment d'une réforme du droit du travail digne de ce nom qui répondrait aux préoccupations des salariés. Je n'oppose pas emploi et travail. En tout cas, c'est l'emploi de qualité et le travail de qualité. Les leviers pour défendre et développer l'emploi sont nombreux, mais n'ont pas été pris en compte.
contrôler les aides publiques, soumettre leur versement à des critères d'emploi et de progression des salaires, assurer la reprise des entreprises viables, réformer l'impôt sur les sociétés afin de favoriser l'investissement, créer des comités interentreprises dans les filières, encadrer les ruptures conventionnelles, interdire les licenciements boursiers, favoriser l'accès à la formation, et je mets des points de suspension, toute une série d'actions qui permettraient au pouvoir public d'avoir un levier sur la création d'emplois, mais aussi développement d'une sécurité sociale professionnelle, projet qui ne vise pas une simple redistribution des revenus entre salariés, mais un recul de la précarité pour s'attaquer à la manière dont se crée la richesse, à son partage, donc à la place du travail dans ce processus. Pardon, je perds ma voix, mais ça m'arrive.